Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, une nouvelle fois, et d'explorer justement ce grand sujet qui va être le sujet sûrement des 10 prochaines années, facilement, et sur lequel aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de questions qui peuvent se poser parfois. Et je vous assure qu'au terme d'une heure et demie que nous allons passer ensemble, en gros, vous aurez toutes les réponses. Vous allez voir. Alors, la fermeture du cuivre jusqu'à l'utilisateur final, continuité de service, je pense que c'était quelque chose qui était relativement important à se poser. Mais avant de commencer cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement un peu vous faire une petite promenade sur le XXe siècle et puis sur ce début du XXIe siècle. Et donc, simplement pour vous dire que chaque siècle a été marqué par une succession de transformations sociétales. Chacun s'y est habitué en lien avec de grands projets, de magnifiques grands projets. Et justement, celui du XXe siècle, au-delà de la mobilité, tout ça, enfin, énergie, relations entre les personnes et tout ça qui sont là, il y en a un qui m'a tout à fait, qui m'a fait sortir de ma campagne quelque part, c'était donc l'arrivée du téléphone partout, pour tous, et dans les années 70. Et donc, le grand projet de cette après-guerre, donc, sur lequel le réseau téléphonique s'est tissé au fil des décennies, malgré tout, on s'est quand même rendu compte, et vous allez voir que l'histoire se refait régulièrement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en 70, un Français sur 7 seulement avait le téléphone, et donc il fallait un peu rebooster tout ça, il fallait un peu faire des choses en la matière, et c'est comme ça que c'est sous l'impulsion de l'État en 74, marrant, on est en 2024, que la France était équipée massivement en téléphone et en réseau filaire. C'était le plan Giscard, pour ceux qui ont connu un petit peu cette période-là. Moi, j'en ai bien connu, c'était le début de ma carrière. Donc, ce début du XXIe siècle, par hasard, il y a eu le plan très haut débit qui est arrivé, qui a été souhaité par l'État, nouvelle fois, pour que la fibre arrive pour tous, partout, sur l'ensemble du territoire. Ça ressemble un petit peu à un grand plan aussi, comme ça, qui se met en place. Et en plus de ça, ce début du XXe siècle va être marqué forcément par l'arrêt du cuivre, qui au terme de ces 50 ans de fonctionnement, il faut passer à autre chose. Donc, c'est quand même des marqueurs forts. Et je suis fier, et vous tous qui êtes là, je pense aussi pour certains d'entre vous, experts que vous êtes fiers aussi de pouvoir travailler sur cette grande transformation qui nous anime au quotidien. Donc, pourquoi abandonne-t-on le cuivre ? Je fais simple parce que tout à l'heure, dans la table, dans l'échange que nous allons faire tout à l'heure, nous y reviendrons dessus. Il y a bien 4 raisons à la fermeture du cuivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. D'ordre sociétal, bien sûr, parce qu'on en veut toujours plus, on veut que ça aille plus vite, on veut de l'information et on veut télécharger immédiatement. Mais quand on appuie sur le bouton téléchargement, on veut voir tout de suite et participer tout de suite à ce qu'on a téléchargé. Sur un plan technique, c'est évident qu'il faut des réseaux de plus en plus, on va dire, on veut les classer essentiels, mais pour moi, ils ne le sont pas encore totalement, puisque tout le pas n'a pas été franchi en la matière pour qu'ils le soient, mais en tout cas plus performants, plus résilients. Sur un plan économique, nous sommes en France, nous sommes des habitués de cet empilement de choses, sur un plan administratif, sur le plan politique, sur le plan des choses comme ça, et en matière de réseau aussi. Pour avoir une finalité, un Internet, on avait un réseau cuivre, un réseau coaxial, un réseau fibre, des réseaux mobiles. Au bout du moment, on dit, pour ce que la finalité, c'est d'avoir le très haut débit chez moi, un seul réseau, ça coûte quand même moins cher qu'en entretenir 4 ou 5 simultanément. Donc pour moi, économique, c'est important. Sur un plan environnemental aussi, il y a des engagements forts en la matière. La France a pris des engagements forts pour économiser sur un plan environnemental, faire attention. La fibre consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie que le cuivre. Donc ça, c'est assez important à voir. Alors, chose que je voulais simplement vous dire rapidement, c'est que nous sommes tous concernés par la fermeture du réseau cuivre. Nous l'avons compris, de par ce que je viens de dire, le cuivre a atteint un peu ses limites en termes de débit, de fidélité. Le réseau, donc, s'arrêtera, qu'on le veuille ou pas, en 2030. Fin 2030, il n'y aura plus de réseau sur un plan technique en la matière. La fermeture du réseau cuivre, heureusement, on y reviendra aussi tout à l'heure, se veut être progressive, et elle sera progressive par l'eau.
consécutif, de quelques communes à beaucoup de communes et à une vitesse de croisière à beaucoup de communes en même temps, puisque là, on va toucher beaucoup de monde en même temps. Évidemment, cette substitution cuivre vers fibre, ben, c'est un vaste projet, c'est grand. Il faut faire en sorte que ça puisse se faire d'une manière fluide, facile et accessible à tous, sans problème. Tous les utilisateurs, donc vous l'avez compris, grand public et en même temps entreprise, est concerné par la chose. Donc automatiquement, il faut aujourd'hui, c'est pour tout le monde est logé à la même antenne. Alors les impacts, quand même, quelques impacts qui font que quelque part on se retrouve encore et qu'on va se retrouver encore dans les mois à venir à répondre à un certain nombre de questionnements, souvent à tort ou à raison, hein, pas forcément sûrs et justifiés. Les derniers, on va dire que certains clients finaux, il y en a encore, beaucoup en la matière, qui disposent de ces offres jusqu'à aujourd'hui, pour certains même encore analogiques hein, et autres, sur support donc pour l'Internet ou pour des choses très basiques, faire du machine-to-machine, tout simplement, pour une gestion technique du bâtiment. Bon, se posent des questions, on dit oui, mais est-ce que mon service sera maintenu? Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui qui me satisfait, je vais le retrouver demain avec cet arrêt du cuivre, si je passe à autre chose? Donc c'est une question toute simple sur laquelle je pense qu'il faut accompagner tout le monde en la matière. Après, il y a un rythme. Alors j'avoue que je ne suis pas du tout, je ne mets rien en cause. Il y a un affichage qui a été fait, des lots qui sont affichés, un calendrier, un agenda en la matière. Et c'est vrai que quand on voit, quand on rentre en vitesse de croisière et qu'on dit que c'est par vague de 10,5 millions de lots concernés, ça peut faire peur parce que ça ne laisse pas la place trop à l'erreur. Alors l'erreur, entre guillemets, humaine ou simplement accidentelle en la matière, mais ça laisse quand même, ça fait. Et donc si on dit, oui, mais bien sûr, j'ai entendu dire, mais c'est dans l'épaisseur du crayon ou l'épaisseur du trait. Attention. L'épaisseur du trait, moi je parle déjà, si vous prenez 0,5%, 0,5, mais même 0,1%, ouais, c'est un petit trait, hein, c'est vraiment un petit trait. Mais par rapport à 10 millions, c'est entre 50 000 et 10 000 personnes concernées. Vous imaginez 10 000 personnes qui ne se sentiraient pas bien, qui se sentiraient coupées alors qu'ils ne se sont pas sentis investis dans la chose ou pris par surprise. Je veux dire, les réseaux sociaux, là, ils éclatent, hein, ça fait du bruit. Donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on rassure et nous allons nous employer à rassurer en la matière. Alors, ce que nous avons voulu faire aussi, c'est que sommes-nous prêts? Nous allons y répondre tout à l'heure dans le petit débat participatif que nous allons faire. Justement, sommes-nous prêts par rapport à ça? Donc, pour cela, malgré tout, nous avons commencé, comme l'a dit Jacques, à travailler, à réfléchir sur le sujet depuis quelques temps, pas mal de temps, et nous avons même écrit un guide ce guide, justement, a permis, avec une cinquantaine d'experts et donc d'entités très différentes, une trentaine d'entités très différentes, de participer à cette écriture pour se poser toutes les questions là-dessus. Et donc, un guide existe sur la fermeture du réseau cuivre dans le parc immobilier existant. Tout l'écosystème concerné par le contenu de ce guide. Donc, à qui s'adresse-t-il? À tout le monde, de par une approche très vulgarisée. Tous ceux qui vont être concernés par la chose peuvent y retrouver d'une manière très simple, justement, le cheminement et ce qui est une question, une réponse, et tout ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je n'énumère pas tous ceux qui ont participé et à qui ça s'adresse, mais je vous dis, ça s'adresse à tout le monde, c'est pour tout le monde. Qu'on soit collectivité locale, qu'on soit acteur de l'immobilier ou qu'on soit client final. L'ambition, c'est que ce guide devienne donc un outil pédagogique sur lequel il y a des recommandations technologiques, des propositions, solutions garantes au maintien des services existants. Ça, c'est important déjà. De par le fait de le lire, vous allez y trouver dedans ce qu'il faut pour trouver les bonnes réponses en la matière. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et ensuite, il décrit vraiment la fermeture de cuivre, ses impacts, pour rester en conditions opérationnelles, surtout pour certains usages qui parfois sont dans l'épaisseur d'un trait plus gros, évidemment, parce que ça concerne en gros 1 à 1,5 million de lignes
qui concerne la GTB, dans la gestion technique du bâtiment, les télérelèves, tout ce truc-là. Et malgré tout, là aussi, certains de ces usages qui fonctionnaient de par le fait qu'on était en analogique et qu'il y avait un 48 volts qui le traversait, fait que bon, il faut passer à quelque chose de la voie sur IP et ça peut changer un petit peu les choses. Alors, ça a été dit, je veux faire un peu de teasing aussi quand même parce que je veux que vous le téléchargiez ce guide, quand même pour que vous le lisiez. Donc, je pose une question, quel est le champ d'application de ce guide? On l'a dit, c'est la partie terminale. Ce qui se passe dans la rue, sur le domaine public, c'est très bien géré, c'est en place, ça se fait, ça roule, il y a une grande participation, aussi bien opérateurs que collectivités locales, tout ça, enfin beaucoup d'acteurs s'investissent dessus. Mais quand on est sur la partie terminale, on peut se poser un certain nombre de questions. Donc ce guide vise principalement ce qui se passe dès qu'on approche votre façade et qu'ensuite on rentre dans votre immeuble, quoi, en gros, si on part d'immeuble. Petite chose, et là j'y reviens tout à l'heure dans les questions qui seront posées, quel rôle les acteurs de l'immobilier dans ce projet? Il dit après tout, est-ce qu'ils sont là pour subir ou est-ce qu'ils sont là pour participer? Moi j'ai dit il faut qu'ils participent. Il faut que tout le monde participe parce qu'il faut anticiper la migration. Notamment les fameux problèmes, les acteurs de l'immobilier, ils ont en charge la GTB. Et donc, il faut que ça, la GTB puisse faire fonctionner, il faut que les ascenseurs continuent à fonctionner, il faut que les télérelèves continuent à fonctionner, il faut que des choses comme ça. Donc, automatiquement, il faudra qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là. Et donc, ils peuvent être acteurs à anticiper les choses, ne pas attendre le dernier moment. Et puis ensuite, eh bien, comme ils sont au plus près des clients finaux, en même temps, je pense qu'ils peuvent être aussi acteurs dans le fait d'encourager les occupants à migrer. On ne rentre pas dans un système de créer des villages gaulois ou de créer un acte de résistance. Je ne parle pas de résilience, là. Je parle de résistance à l'arrivée d'un nouveau projet. Non, je pense qu'il faut arriver à quelque chose. Et pour terminer, je voulais simplement dire qu'on a voulu faire chose simple. Vous pouvez regarder le guide, lire l'ensemble du guide, mais en même temps, pour les acteurs immobiliers qui ont besoin d'une fiche de synthèse, on a fait une fiche de synthèse de 8 pages seulement sur laquelle ça raconte toute l'histoire et pour que chacun se retrouve à l'aise avec le sujet. Et je vais terminer là un peu pour que je puisse passer directement au débat. Les impacts de la migration, au fil des besoins des technologies, bon, on va se dire que il y a des technologies, bon, on va passer à la technologie RTC, tout ça, qui va progressivement aller vers la technologie IP, tout ça, bon, enfin, on va changer les choses. Donc, qu'est-ce que ça transforme sur un plan technique? Bon, des câbles différents, forcément, un réseau différent, un réseau fibre à côté d'un réseau cuivre, donc forcément, il faut qu'il y ait la fibre pour qu'il puisse y avoir la possibilité de migration. Les box ne sont pas les mêmes, on change la box, c'est une box fibre, box cuivre. Voilà, c'est assez transparent. Et après, il n'y a rien d'autre de très méchant en la matière. Beaucoup de nos concitoyens ont largement fait cette migration de l'analogique vers la technologie IP depuis très longtemps avec la DSL, les XDSL. Et après, sont allés vers la fibre, vont vers la fibre. Pas peut-être encore assez, mais ça se fait. Alors, la seule question, c'est ça là, que j'ai mis à d'exergue, c'est les impacts sur la partie terminale là-dessus. J'en parlais tout à l'heure et je pense qu'on en reviendra là-dessus, c'est que, avec certains d'entre vous, c'est de prise en compte de la gestion de la GTB. C'est assez important parce qu'il y a en même temps, même sur un plan économique. C'est-à-dire que, je vous donne un truc tout simple, jusqu'à aujourd'hui, pour faire fonctionner 3 services dans les gestions techniques du bâtiment, il fallait 3 abonnements, vous pouvez, dès demain, avec un appareil, un simple appareil, mettre un seul abonnement et mettre 3 services dessus. Donc, il y a une économie, déjà, rien que dans le fait de passer d'une techno à une autre techno en la matière. Évidemment, il faut une mise aux normes, entre des choses, mais quelque part, c'est important. Et après, vous allez me dire, vous parlez que de la fibre, que de la fibre. Non, il y a les solutions alternatives aussi, où il n'y a pas la fibre, où c'est difficile d'avoir la fibre, où là-dessus, il y a les modules, disons, on va dire, solutions cellulaires ou satellitaires et tout ce truc-là. Voilà. Donc, pour terminer, ça, je ne vous laisserai pas, là, je ne vais pas vous le décrire. Voilà le guide en un slide. C'est-à-dire, en gros, il parle de beaucoup de choses, mais en gros, une interrogation, une réponse. La boucle locale cuivre, c'est quoi? Le plan de fermeture de cuivre, c'est comment et comment ça se passe? Le pourquoi de la migration du cuivre vers la fibre? Les prérequis à la fermeture,
comme ça. C'est pas voilà, comme ça que ça vient. Les services supportés par le réseau cuivre concerné, quels impacts techniques de la migration des services, partie privative, la migration des services de la GTB. Bref, dès aujourd'hui, maintenant, après ce que je viens de vous dire, ben, je vais voir une explosion de téléchargements, forcément, euh, en la matière. Je veux voir le nombre de téléchargements doubler et il appartient à nous tous de le faire savoir, de le faire connaître pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'aient dans les mains et qui s'en servent pour le faire savoir au plus grand nombre. Il y a de grands acteurs qui ont déjà mis en ligne ce guide-là aussi, en plus de le trouver gratuitement côté Credo.